Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part. Je ne vais pas vous mentir, cette chronique, je me suis énormément amusée en la préparant, rien qu'à lire les articles et à regrouper tout ce que j'avais un peu vu au cours de la semaine passée. Je me suis vraiment énormément amusée. J'espère qu'elle va vous faire rire aussi. Bon, on ne sait jamais avec certains articles s'il faut en rire ou en pleurer, mais en tout cas, je pense que voilà, cette chronique va vous passionner. Avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'un moyen de me soutenir qui est extrêmement facile et gratuit pour vous, mais qui va beaucoup m'aider, c'est tout simplement de vous abonner à cette chaîne. Comme je l'ai dit dans le podcast sur le bilan de la chaîne, vous êtes environ 50% à m'écouter et à ne pas être abonné à la chaîne. Voilà, il suffit de cliquer sur un bouton, ça ne vous coûte rien. Moi, ça donne de la visibilité à mon travail. C'est aussi une récompense, voilà, qui ne vous coûte rien, mais qui pour moi va m'aider tout simplement. Et va justement gratifier un peu tout ce travail que je fais gratuitement pour vous. Et puis petit rappel, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens vers mes réseaux sociaux et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour commencer cette chronique, je voulais, comme d'habitude, j'essaye toujours de trouver des nouvelles positives. Alors ça n'est pas évident, donc n'hésitez pas à les partager aussi. Je rappelle que pour les chroniques d'actualité, vous êtes vraiment les bienvenus pour m'envoyer par Instagram, par Facebook ou par mail. Vous pouvez m'envoyer des liens vers des articles qui vous paraissent intéressants ou des choses que vous avez vues. Il y a des choses qui peuvent m'échapper, donc n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos petites nouvelles. Là, c'est une personne que je suis sur Instagram qui a partagé ce compte et j'ai vraiment beaucoup aimé le principe, donc je partage avec vous. C'est un compte en anglais, c'est peut-être le seul défaut entre guillemets, mais bon, c'est un anglais, j'allais dire, ce sont des petites phrases, donc c'est assez basique et facile à comprendre, donc même si vous n'êtes pas bilingue, je pense que ça ne posera pas de problème. C'est un compte qui s'appelle She Prays for Him, et en fait le principe c'est de proposer chaque jour une prière qui va être dite par une femme célibataire qui prie pour son futur mari. Donc futur mari qu'elle n'a pas encore rencontré a priori, mais le but est vraiment de déjà le confier au bon Dieu tout simplement. Alors moi je sais que c'est quelque chose que j'ai reçu dans mon éducation et que notre maman nous a toujours appris en disant priez déjà pour votre futur mari, même si vous ne le connaissez pas encore, mais on peut prier même sans avoir rencontré un homme encore. Et donc chaque jour il y a une petite j'ai l'impression qu'il y a même 2 publications par jour et il y a vraiment une petite prière. Voilà, je prie pour que notre relation soit centrée sur le Christ, je prie pour que je sois une bénédiction pour lui, j'ai confiance dans les plans du bon Dieu et dans le timing un peu du bon Dieu et ce qu'il a prévu pour moi, je prie pour que mon futur mari mette Dieu en premier dans sa vie, voilà, enfin plein de choses, de petites prières comme ça, c'est vraiment une phrase à chaque fois. Mais je trouve que ça permet peut-être aussi on en a déjà parlé souvent, des célibataires sur cette chaîne, et voilà, je trouve que ça permet aussi d'avoir une attente un peu plus confiante, un peu plus féconde peut-être, enfin voilà, j'ai trouvé que l'initiative était sympathique, le compte je pense existe depuis un moment parce qu'il y a déjà 900 publications et 111 000 abonnés, donc voilà, mais je trouve ça super chouette, je vous mettrai le lien en barre d'infos donc de ce compte qui s'appelle She Prays for Him, si cela vous intéresse. Autre nouvelle, alors là on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, je l'avais vu sur LinkedIn mais il y a aussi l'une d'entre vous qui me l'a envoyé par la suite, comme ça j'étais sûre de ne pas le manquer. Alors ça tourne beaucoup sur LinkedIn en ce moment, c'est un cabinet américain qui, pour sa photo officielle de meilleurs vœux de l'année 2022, a choisi de faire une photo humoristique que je vais donc vous afficher à l'écran, et ils se sont tous mis en ce qu'on appellerait aujourd'hui en uniforme entre guillemets, enfin en tenue de télétravail, c'est-à-dire qu'ils ont tous en haut pour les hommes costume cravate, pour les femmes des chemises, et en bas ils ont tous des tenues improbables, donc un short de sport avec des baskets, l'autre fille elle a un bas de pyjama vraisemblablement avec des chaussons en forme de lapin, l'autre il a une tenue un bermuda l'autre il a des tongs, il y en a un qui a même une espèce de pantalon fleuri, l'autre femme elle a
pantalon léopard, et le dernier homme a donc claquettes chaussettes. Super. Donc bon, j'avoue, j'ai vu la photo, ça m'a quand même fait rire de premier abord. Je trouve que l'idée, je l'aurais peut-être pas mise en carte de vœux, mais bon, sur le principe, d'un point de vue marketing, ça peut être rigolo. Je pense que ça parle à pas mal de gens, surtout depuis que le télétravail se généralise beaucoup dans les entreprises. Mais c'est triste en même temps parce que, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts aussi, on peut être en télétravail et être bien habillé. Comme je le dis souvent, nos vêtements ont vraiment un impact sur la façon dont on va se sentir, dont on va se comporter. Et donc il est important de se mettre en situation de travail. Donc évidemment il peut y avoir des exceptions, on est bien d'accord, mais de façon générale, on est beaucoup plus productif, beaucoup plus concentré, beaucoup plus dans un esprit de travail, tout simplement, si on s'habille en conséquence. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit tous se mettre les hommes en costume cravate et les femmes mettent nos escarpins et des chemises qui nous serrent beaucoup trop et des jupes qui nous serrent aussi beaucoup trop? Non, pas du tout. On peut être tout à fait à l'aise tout en respectant les codes du déjà, parce que souvent on peut avoir aussi des visioconférences, etc. Mais c'est surtout pour soi-même déjà, quoi. Donc on peut être très confortablement, j'allais dire installé, mais surtout habillé. On peut être habillé de façon confortable, mais de façon respectueuse de soi-même et des autres aussi. On a eu aussi plein de vidéos qui ont circulé pendant les différents confinements sur justement des personnes qui étaient juste bien habillées en haut et en sous-vêtements en bas par exemple, et qui oubliaient pendant leur vidéo, leur conférence téléphonique avec la caméra allumée, oubliaient que leur caméra était allumée justement, oubliaient qu'en fait ils étaient nus ou en sous-vêtements en dessous, et donc se levaient pour aller chercher quelque chose par exemple, et tout le monde se rendait compte qu'en fait ils étaient à moitié nus, quoi. Donc déjà pour une question de sécurité, j'allais dire restez habillés complètement, et après pour une question de respect de vous-même, de respect des autres, et même si les autres ne vous voient pas ou ne vous voient pas en entier, je dirais rien que pour vous, quoi, tout simplement, pour vous mettre bien dans l'esprit du télétravail, respectez votre travail, continuez à bien avancer tout simplement. Et puis je vous recommande le podcast que j'ai fait dernièrement, que vous avez beaucoup apprécié. J'ai eu énormément de retours positifs sur celui-ci. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à le faire. Un podcast qui s'intitule Rester féminine quand on n'en a pas envie et être à l'aise sans passer sa journée en pyjama. Donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Mais tout ça pour dire que voilà, effectivement, les choses changent. On peut s'en amuser un peu, hein. Je pense qu'il faut aussi prendre les choses avec humour, bien sûr. Moi, en tout cas, ma première réaction, ça a été de rire. Mais voilà, ça peut aussi pousser à certaines réflexions intéressantes. Donc, je vous mettrai le lien également de l'article en barre d'infos. Alors là, c'est vraiment un article de Mademoiselle, mais je crois que je n'ai jamais autant ri en lisant un article de Mademoiselle, tellement c'est pathétique. Enfin, alors là, vraiment, ça dépasse l'entendement. Alors, en fait, j'ai été attirée par le titre. Et je me suis dit, tiens, j'irai lire l'article plus tard, donc je l'ai lu ce matin. Le titre de l'article. Le saviez-vous? Sans le patriarcat, on aurait eu des valises à roulettes bien plus tôt. Et en fait, c'est un livre très sérieux d'une autrice, n'est-ce pas, Catherine Marsal, qui raconte la sexiste histoire des innovations. Et en gros, elle va raconter pas mal d'anecdotes sur beaucoup d'inventions qui ont eu lieu ou pas, et en fait elle va quasiment tout ramener, enfin d'après ce que je comprends pas du résumé, mais bon, de l'aperçu qui en est donné dans cet article, elle va tout résumer au fait que à cause du patriarcat, du sexisme, des idées reçues, du machisme, etc., il y a énormément d'inventions qui ont été retardées, voire qui n'ont jamais vu le jour, et donc ça concerne également les valises à roulettes. Donc c'est l'exemple qui est donné par cet article, hein, c'est l'exemple qui est pris. Alors apparemment, la valise à roulettes, donc ça je ne savais pas, donc on va se dire que Mademoiselle a bien fait son boulot et que les faits relatés dans l'article sont véridiques. Mais il faudrait peut-être vérifier quand même, parce que on ne sait jamais. Ça ne serait pas la première fois qu'un journal féministe ferait de grossières erreurs, mais enfin,
Donc apparemment, il y a déjà en 1940 en Angleterre des personnes qui avaient inventé un système plus ou moins de valises à roulettes, pas tel qu'on les connaît à l'heure actuelle, mais bon, déjà avec un dispositif de sangle et de roues, bon, mais qui a jamais rencontré son public. En 1960 aussi, il y a eu un certain Bernard Shadow qui lui aussi a fait chou blanc avec son invention révolutionnaire. Et en fait, l'auteur Catherine Marsal dit qu'en fait, très souvent, on rejette un peu des idées parce qu'elles nous semblent trop simples ou trop évidentes. Et en fait, elle explique ça avec les normes de genre, en disant: en lui permettant de faire rouler sa valise sans effort, donc valise à roulettes quoi, l'homme était privé de faire la démonstration de sa force et donc de sa masculinité. Comment faire preuve de galanterie sans porter les bagages de sa femme avec ses gros muscles? Comment montrer sa place de chef de famille sans pouvoir porter la charge de tout le foyer sur ses épaules solides? Oui, ces petites roulettes d'apparence inoffensive avaient un sérieux pouvoir émasculateur. D'autant que l'arrivée de la valise à roulettes permet aux femmes de se déplacer en toute autonomie et sans l'aide de personne, une véritable preuve d'émancipation qui accompagne une révolution pour le marché de la bagagerie. Comment vous dire, je trouve ça, écoutez, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voilà. Donc voilà comment, à travers l'invention de la valise à roulettes telle que nous la connaissons aujourd'hui, Catherine Marsal défend l'idée que l'innovation doit s'envisager aussi au travers du prisme de l'évolution de la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça extrêmement grossier de... Alors, le fait que certaines inventions soient soient inventées, soient prêtes depuis longtemps, mais que le public ne soit pas encore prêt, ça ne m'étonne pas du tout. On l'observe très souvent dans l'histoire du business, des affaires, etc., de l'économie. Ça, il n'y a pas de problème. J'en ai déjà entendu des dizaines d'histoires comme ça. Je ne remets pas du tout ça en cause. Le fait que parfois l'inventeur est presque trop en avance sur son temps ou que les mentalités ont besoin de changer avant que l'invention ne puisse voir le jour, et surtout, en tout cas, ne puisse trouver des clients, en fait, puisque c'est ça l'idée, hein, c'est de pouvoir les vendre, ces inventions. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne remets pas en cause, il y a des dizaines et des centaines d'histoires comme ça, peut-être. Par contre, l'histoire de se dire que l'homme, en fait, ne voulait pas qu'il y ait des roulettes parce qu'il veut à tout prix porter des choses lourdes pour montrer sa force, enfin, je pense qu'il y a quand même d'autres moyens de montrer sa force, il y a d'autres moyens d'être galant. Rien qu'en ce qui concerne les valises, votre valise a beau avoir des roulettes, voilà, vous serez contente d'avoir un homme qui vous aide à la porter dans des escaliers, par exemple. Vos roulettes, elles vous servent à rien dans les escaliers. Donc, bon, rien que pour ça, je veux dire, je me dis, mais c'est pas possible, ce tissu d'ânerie. Voilà, les petites roulettes avaient un sérieux pouvoir émasculateur. Non, mais en fait, elles sont quand même hyper fortes. Enfin, je dis elles, parce que je suppose que c'est des femmes qui écrivent ce genre d'articles. Sinon ça serait déprimant si c'était écrit par des hommes. En tout cas, je me dis, vraiment, elles ont un... Enfin, c'est hyper drôle, quoi, la tournure des phrases, la conviction qu'elles ont, enfin, c'est beau, c'est beau. Enfin, moi, je n'ai pas d'autres mots. Là là, c'est bien triste tout ça. Alors, un deuxième article de Mademoiselle, et puis après je passerai à autre chose, c'est un article sur la grossophobie. Alors, c'est un nouvel outil qui apparaît dans les milieux médicaux. Alors, d'après ce que j'ai compris dans l'article, c'est plus pour le moment aux États-Unis. Il s'agit d'une petite carte, alors je pense que vous pouvez la commander ou l'imprimer vous-même, voilà, gratuitement. Une petite carte sur laquelle il y a marqué en anglais « S'il vous plaît, ne me pesez pas, sauf si c'est vraiment nécessaire. Et si jamais vous devez vraiment me peser, eh bien, merci de m'informer pour que je puisse vous donner mon consentement éclairé. » Et... parce qu'en fait, généralement, alors, bon, moi, c'est vrai que je vais pas chez le médecin très souvent, voire très rarement, mais le peu de fois où ça m'arrive, peut-être une fois tous les 3 ans, c'est vrai que le médecin me pèse. Bon, me pèse et me mesure à chaque fois. C'est bon, je suis pas encore si vieille que ça. Je vais pas déjà perdre des centimètres en hauteur, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, c'est vrai que je pense que c'est un peu un examen, oui, je sais pas si on peut appeler ça un examen, mais c'est de la routine, quoi. On va peser, mesurer, prendre la tension éventuellement, enfin, bon. Et apparemment, il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment très dur, et les personnes en surpoids donc, pour lesquelles c'est vraiment très dur, et en fait elles ressentent un peu d'anxiété, voire elles hésitent à aller chez le médecin parce qu'elles savent, entre guillemets, qu'elles ont 90% de chances de passer sur la balance, et voilà, elles n'ont pas envie de savoir leur poids, et ça les embête.
Et en fait, ce qui est d'autant plus étonnant, donc j'ai déjà parlé de la grossophobie dans plusieurs podcasts, hein, donc je ne m'étale pas trop, mais au dos de la carte, il y a marqué... alors pourquoi je vais vous demander de ne pas me peser? Parce que la plupart des situations de santé peuvent être abordées sans savoir le poids. Alors, oui et non, parce que je pense qu'il y a justement les personnes en surpoids, généralement, leur surpoids va influer sur leur santé tout simplement, donc bien sûr qu'on a besoin, j'allais dire même pour peut-être une opération bénigne ou même pour quelque chose de tout à fait lambda, mais si vous êtes en surpoids, ça va changer la dose de médicaments qu'on vous donne, enfin ça peut induire énormément de choses, puisque généralement quand vous êtes en surpoids, vous avez aussi plus de risques d'AVC ou d'autres choses. Donc je suppose que tous les médicaments ne sont pas adaptés, que tous les protocoles ne sont pas faits pour vous. Enfin voilà, c'est normal, c'est juste... Enfin ça me paraît du bon sens. Donc bon, là apparemment on apprend aux médecins, parce que c'est la carte que l'on donne aux médecins quand même, hein, donc on apprend aux médecins leur métier. Deuxième chose au dos de la carte, quand on se concentre sur mon poids, cela crée du stress pour moi et ce n'est pas sain. Bon, d'accord, ok, bon. Me peser chaque fois que je viens pour un rendez-vous et parler de mon poids comme si c'était un problème perpétue de la honte autour du poids. Un risque sanitaire connu et sérieux. Alors, parler de mon poids comme si c'était un problème, alors je veux bien croire qu'il y ait des médecins qui ne soient pas délicats ni quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, malheureusement, mais voilà. Est-ce que pour autant on doit dire que le surpoids n'est pas un problème? Ben si, être en surpoids, par définition, il y a trop de poids, c'est un surpoids. On n'est pas dans les normes, et c'est pas des normes patriarcales ou sociétales ou je ne sais quoi, c'est les normes de la santé, les IMC, etc. Et effectivement, je suis d'accord d'ailleurs que le poids tout seul ne veut pas forcément dire grand-chose. On est d'accord, hein, si on peut avoir il y a le poids de nos os, le poids de nos muscles, etc. Donc bien sûr, tout ça est à moduler. Mais en tout cas, si on est vraiment en surpoids, ben, c'est un problème de santé. Et ensuite, j'adopte des comportements sains, peu importe mon statut pondéral. Alors ça, j'ai pas trop compris. Je pense que c'est pour peut-être plus pour le médecin. Enfin, bon, j'en sais rien. Donc voilà, des témoignages de grossophobie en milieu médical, on en retrouve souvent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc le poids et l'IMC, une mesure obsolète et limitée pour mesurer la bonne santé de la personne. Alors comme je l'ai dit, ça, bon, j'en sais rien pour l'IMC en tant que tel, je connais pas tant que ça, mais effectivement, on ne peut pas juste dire à une personne sans la connaître et sans la voir, tu mesures 1m70, tu pèses 70 kg, t'es forcément en surpoids, ça ne va pas, faire un régime. Ça serait complètement idiot. Il faut voir le mode de vie, il faut voir comment est réparti le poids, est-ce que c'est de la masse musculaire, est-ce que c'est de la graisse, etc. Vous voyez, donc ça, effectivement, ça reste une échelle, l'IMC, ça reste une échelle que l'on donne comme ça pour avoir des repères, mais effectivement, dans l'absolu, toute seule et sans autres indices, bon, ça ne veut pas forcer, ça peut être une indication, mais bon, peut-être pas assez précis non plus. Voilà, donc pas mal de petites choses comme ça dans l'article, voilà, sur le monde médical qui détient le pouvoir, qui est forcément en train d'être grossophobe et d'embêter ces personnes-là, alors que moi, ce qui me choque un petit peu du coup dans cette démarche, c'est de dire, mais là, c'est vraiment particulièrement dans un milieu médical. Alors oui, il y a peut-être des médecins, comme je l'ai dit, ou des infirmières qui ne sont pas délicats ou qui se permettent de dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. Mais ceci dit, c'est vraiment l'endroit où justement on est là pour te voir en tant que patient et voir si tu as un problème. Et voilà, c'est pas comme si quelqu'un de lambda dans la rue t'en parlait. Donc bon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous réagissez à ce genre de nouvelles, et ça sera intéressant d'en discuter avec vous. Et un autre sujet pour lequel, alors là, j'ai vraiment besoin de votre avis. J'ai un Néon Mag, c'est un article de Néon Mag que je ne connais pas du tout, je ne sais pas quelle est leur orientation ni quoi que ce soit. L'article titre « Les femmes ont plus de risques de mourir lorsque leur chirurgien est un homme », selon une étude. Je me suis dit, ouais, ça va être encore un truc foireux. En fait, non, une étude canadienne, enfin, j'en sais rien, mais bon, d'après l'article, ça a l'air plutôt sérieux. Une étude canadienne a passé au crible des résultats de plus d'1 million d'opérations chirurgicales recensées entre 2007 et 2019. Conclusion, les femmes auraient environ 30% de risque de mourir en plus que leurs homologues masculins lorsqu'elles sont opérées par un homme plutôt qu'une femme. Donc dans la santé, le sexisme tue, donc vraiment apparemment...
les femmes ont 32% de risque de mourir en plus que leurs homologues masculins quand elles sont opérées par un homme plutôt qu'une femme. Ces dernières, donc les femmes, sont aussi 16% plus susceptibles de souffrir de complications après l'opération quand leur chirurgien est de sexe masculin. Donc tout le monde dit que c'est assez troublant, etc., etc. Bon, ils donnent d'autres chiffres un peu plus précis. Alors après, bon, ce qui est fou, c'est que en gros, ils sous-entendent que c'est le patriarcat dans le sens où, face à une femme, le chirurgien se montre-t-il moins à l'écoute? Son diagnostic est-il biaisé par les stéréotypes de genre? Ses conseils sont-ils différents de ceux qu'il donnerait à un homme? Ou à l'inverse, les patientes se sentent-elles plus en confiance avec une femme médecin et osent donc parler plus librement de leurs symptômes et de leurs craintes sans chercher à les minimiser? Et en fait, bon, et après, il parle de la sous-représentation des femmes dans le domaine de la chirurgie. Et bien sûr, je suis quand même à 99% sûre que ce n'est pas une histoire de sexisme ni de patriarcat, en tout cas sur ces millions de cas, mais d'après vous, quelle peut être l'explication? C'est quand même assez étonnant, je trouve. Enfin, l'article évidemment est orienté de façon très féministe et leur interprétation est, selon moi, pas du tout satisfaisante. Alors peut-être que je me trompe, mais bon, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien de l'article en entier, comme ça vous pourrez vraiment tout lire. Soit il y a quelque chose qui m'échappe, il y a peut-être une explication facile, voilà, peut-être que les chiffres sont biaisés, bon, ça c'est une autre possibilité, mais en admettant que les chiffres soient vrais, est-ce que c'est juste une coïncidence? Ou est-ce qu'il y a vraiment peut-être, je sais pas, une façon d'opérer chez les hommes, effectivement, qui fait que ça expliquerait ces chiffres? Écoutez, j'en sais rien, mais votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Petite pause, comment dire, une petite pause pour rire, pour détendre l'atmosphère. Un tweet, une publication Instagram que j'ai vue sur le compte L'Importante, qui est évidemment un compte féministe, qui dit « En Floride, une école retouche les photos de 80 adolescentes pour cacher leur décolleté. » Donc je vous montrerai la photo, effectivement, on voit la fille avant et après la retouche, donc ils ont juste complété son débardeur, on va dire, entre guillemets, pour que ça ne soit pas aussi décolleté. Donc apparemment, voilà, au moins 80 étudiantes ont observé le même genre de retouche sur leurs photos. L'affaire a provoqué la fureur des parents d'élèves, dont beaucoup estiment que ce genre de mesures grotesques et conservatrices de la part de l'administration pousse les jeunes filles à avoir honte de leur corps. D'autant plus que les retouches concernent uniquement les filles de ce lycée. Mais oui, parce qu'en fait, je pense que les garçons ne sont pas arrivés avec des grands décolletés ou en étant en sous-vêtements ou voilà, ou en venant en Marcel ou je ne sais quoi. Bref. Donc forcément, comme d'habitude, on essaie de discréditer un sujet en mettant garçons et filles exactement sur le même plan et en voulant les traiter de la même façon. Alors que le problème, évidemment, n'est pas du tout le même, ne provoque pas les mêmes choses, etc. Donc apparemment, le fait de retoucher pousse les jeunes filles à avoir honte de leur corps. Et en plus, ça, ce sont les parents qui estiment ça. Alors qu'un parent qui aura un peu de jugeote devrait plutôt expliquer à sa fille que non, elle ne devrait pas avoir honte de son corps, pas du tout, mais que son corps est précieux, que son corps, elle n'a pas à le donner, à le montrer ou à l'exposer à n'importe qui de n'importe quelle façon, et donc qu'elle doit le respecter, se respecter les autres et s'habiller de façon décente tout simplement. Et ça, au contraire, je pense que c'est ce qui donne beaucoup plus de confiance en soi et de voilà, à l'opposé de cette honte dont parlent les parents. Au contraire, le fait de comprendre la valeur que l'on a, notre corps, notre âme, etc., enfin tout qui se répond et qui est lié, je pense que les filles auraient beaucoup plus confiance en elles plutôt que de se dire je m'exhibe devant n'importe qui, je fais n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ensuite je tombe en dépression, je me suicide, je ne vais pas bien, j'ai honte de moi, j'ai l'impression que personne ne m'aime parce que j'ai pas assez de likes, etc. Ça voilà, oui, ça pousse à avoir honte de soi-même, je pense, mais la décence au contraire ne fait que redonner de la valeur à notre corps. Donc voilà, évidemment, l'établissement recadre régulièrement les étudiantes et leur distribue parfois des t-shirts pour remplacer les habits qu'elles portent. Une situation qui a poussé certains garçons à montrer leur solidarité envers leurs camarades de classe. Je vous laisse deviner en faisant quoi, mais ça c'est dans toutes les écoles pareil. En venant habillés en robe ou en jupe
à l'école. Voilà, c'est le remède à tous les problèmes. Et dernière petite nouvelle pour aujourd'hui, dans le monde des séries, difficile d'être une femme qui vieillit. Alors une fois de plus, voilà, les femmes endossent des rôles qui interrogent les stéréotypes liés au vieillissement sur fond de critique du patriarcat. Alors je ne vais pas vous relire tout l'article, mais je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Mais ce que je trouve assez drôle, entre guillemets, c'est que comme d'habitude, on essaye de faire, comment dire, de forcer, ça c'est pas la première fois dans le monde du cinéma, on essaye de forcer l'apparition de certains personnages ou de certaines minorités ou de personnes qui ont une certaine orientation sexuelle ou de personnes qui viennent de certains pays, certains continents. Et à chaque fois on dit non mais eux ils sont en sous-représentation, non mais eux on n'en voit pas assez, non mais eux ceci, non mais eux cela. Et on essaye de pousser, d'avoir presque des quotas. D'ailleurs, je sais plus, je crois que c'était aux Oscars qui... Alors, je sais plus si la loi, entre guillemets, enfin le règlement était passé ou pas. Je sais plus si c'est pour les Oscars ou les Césars, enfin une grande cérémonie de remise de prix cinématographique où justement il était question de dire qu'on ne pourrait pas être éligible pour recevoir un prix si on n'avait pas un minimum, un quota minimum de femmes ou de minorités X ou Y dans son film, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que ça va très très loin. Alors là, en l'occurrence, il s'agit des, je vais même pas dire des personnes âgées, mais bon, des femmes d'un certain âge, voilà, 70 ans, etc., en disant qu'elles sont soit sous-représentées, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas beaucoup dans les films, soit que quand on en voit, c'est toujours un petit peu les mêmes personnages, les mêmes caricatures, il n'y a pas de personnages hyper intéressants ou quoi que ce soit. Bon, je ne regarde peut-être certainement pas assez le cinéma ou les films pour vous dire exactement et vous faire une analyse très précise et vous dire ce que j'en pense, mais voilà, une fois de plus, c'est une histoire de quotas, c'est une histoire Enfin, il y a un manque de liberté, je trouve, du coup, de la part enfin, culturelle, tout simplement, pour toutes ces personnes, que ce soit les scénaristes ou je sais pas quoi. Enfin, vous imaginez, vous avez une super idée pour un film, et là, vous vous dites, bon, bah, il va falloir que je mette une personne de chaque couleur, que je mette une personne de chaque orientation sexuelle, sachant qu'il y en a 17 officiellement, à l'heure actuelle, en tout cas, peut-être qu'il y en aura plus tard. Il faudra mettre... une personne de chaque âge, quoi. Il faudra à la fois des bébés, des jeunes enfants, des ados, des lycéens, des jeunes adultes, des adultes mûrs, des vieux, des malades, des bien portants, des grands, des petits, enfin des gros, des fins, enfin on n'a pas fini, quoi. Donc je trouve ça un peu voilà, ils essayent vraiment de faire passer leur idéologie. Alors, en l'occurrence, j'ai rien contre les personnes âgées et ça me dérange pas d'en voir dans les films. Enfin, les personnes âgées, je peux même pas dire ça. Je pense qu'ils font référence plutôt, entre guillemets, aux seniors ou à des personnes qui ont peut-être 60, un truc comme ça. Mais je trouve ça un peu hallucinant de devoir toujours rapporter tout au patriarcat, à la victimisation, à dire que c'est du machisme, de la domination, de mâles blancs privilégiés, n'est-ce pas ? Bon, voilà, c'est un petit peu exagéré. Pareil, je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire comment vous analyseriez cela. Est-ce que pour vous, il est important au contraire de montrer que voilà, on peut avoir un certain âge et jouer encore dans les films. Moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, enfin, il y a pas mal de films. Enfin, je sais pas, je me suis jamais dit tiens, il y a pas de personnes âgées. Enfin, ça dépend du scénario, ça dépend de plein de choses. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais encore une fois, on vit dans un monde de quotas et qui va devenir de plus en plus désagréable à vivre parce qu'en fait, tout sera très superficiel et très enfin voilà, je suis pas sûre que ça apporte grand chose de forcer comme ça. Et puis comme je l'ai dit dans d'autres nombreux podcasts, il y aura toujours une minorité de quelque chose, quoi. Les petits, les grands, les hommes, les femmes, les gros, les maigres, les gauchers, les droitiers, enfin, vous voyez, dans ces cas-là, les gauchers sont sous-représentés dans les films et dans je sais pas quoi, enfin, on n'a pas fini, hein. Il y aura toujours une minorité, il y aura toujours quelqu'un qui va râler, qui voudrait être représenté ou je ne sais quoi. Donc bon, c'est un peu triste d'en arriver là. D'un autre côté, on peut aussi en rigoler et essayer de prendre de la distance, mais c'est quand même important d'avoir conscience de tout cela, je pense, pour mieux résister, tout simplement, pour peut-être avoir des chiffres, des idées en tête, enfin voilà, des arguments qui nous permettent de bien répondre dans certains débats et de faire réfléchir les gens sans pour autant ni s'énerver ni harceler nos interlocuteurs, mais tout simplement
glisser une petite phrase, leur poser des questions innocentes, voilà, pour un peu les faire réfléchir, tout simplement. Je pense que c'est une assez bonne méthode. Bon, après, il y en a qui, de toute façon, ne veulent pas réfléchir ou ne peuvent pas réfléchir, j'en sais rien. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà pour ce que je voulais vous dire pour cette chronique d'actualité. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, les 50% là qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnés, je vous invite à cliquer sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas également à partager autour de vous. Je vous mets les liens en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller regarder. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.